Alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette capsule sur le plagiat. Alors, du 22 au 26 mars, c'est la semaine de l'intégrité intellectuelle, comme vous pouvez le voir derrière notre visage. Alors, on a décidé, Mélanie et moi, de vous préparer une capsule pour vous amener à réduire les risques de plagiat et de fraude dans vos évaluations. Mais dans les faits, on va faire vraiment un portrait du plagiat au collégial, puis de ce que vous pouvez faire peut-être pour le limiter, sachant qu'on ne pourra pas l'empêcher complètement jamais, on le sait. Donc, on vous donne quelques petites astuces aujourd'hui. Donc, d'abord, on va vous présenter un portrait du plagiat au post-secondaire. Donc, à quel point c'est présent, c'est quoi les causes, en fait, pour lesquelles les étudiants vont faire du plagiat. On va vous parler de la prévention, ce que vous pouvez faire pour prévenir le plagiat en amont de vos évaluations. Mais vraiment, le cœur de la capsule, c'est sur la conception des évaluations. Comment penser vos évaluations autrement. Et finalement, on va parler rapidement du dépistage et du fait de déclarer et sanctionner les cas de plagiat. Donc, portrait du plagiat aux études postsecondaires. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a vraiment une omniprésence du plagiat au postsecondaire. Dans une présentation qui a été faite par Nicole Perrault du réseau Reptic en 2018, elle faisait une espèce de portrait de ce plagiat en citant plusieurs enquêtes qui ont été réalisées, soit au collégial, soit au secteur universitaire, et je dirais en Amérique du Nord. Là, parfois, c'est au Québec, mais parfois, c'est aux États-Unis. Et quelques petites statistiques que je vous ai mises dans la diapositive m'ont marqué. D'abord, il y a 78 des étudiants du collégial qui ont déjà fait copier-coller sans citer la source. Donc ça, c'est quand même beaucoup d'étudiants, une grosse majorité d'étudiants qui l'ont déjà fait. 70 des étudiants ont déjà remis un devoir dont plus du quart était copié d'Internet. Donc ça aussi, c'est assez marquant. Et 95 ont déjà fait du plagiat sous une forme ou une autre, là, ou une forme de tricherie, sans jamais se faire prendre. Donc, non seulement le plagiat il est fréquent, mais c'est encouragé par le fait que tout le monde en fait et se fait pas prendre. Donc, il y a un effet boule de neige ou un effet domino qui vient de ça. Ensuite, on voulait vous parler des résultats d'une enquête qu'on a fait nous-mêmes là, au collège à l'automne 2020. Donc, on a fait une espèce de bilan de la session. Et une des questions qu'on demandait aux étudiants, c'est si la pandémie avait affecté leur intégrité intellectuelle. Et il y a 15 des étudiants qui ont dit qu'effectivement, ça avait eu un impact négatif sur leur intégrité intellectuelle. Donc, ils ont peut-être été plus portés à tricher ou à plagier. Donc, ce qu'on comprend, c'est que le plagiat était déjà omniprésent dans le réseau collégial ou au poste secondaire, mais il a peut-être été exacerbé ou augmenté par la pandémie. Puis cette étude-là qu'on a faite, là, qui est vraiment pas scientifique, mais elle est corroborée par plein de constatations qui ont été faites dans les institutions collégiales, universitaires, sur le nombre de cas de plagiat qui étaient en hausse pendant la pandémie. Donc, il faut prendre ça en considération quand même quand on réfléchit à nos évaluations. Après, il y a vraiment beaucoup de raisons pour lesquelles les étudiants vont plagier. Certaines sont volontaires, d'autres moins volontaires. Donc ici, je vous donne les résultats d'une étude, d'une enquête qui a été réalisée auprès d'une trentaine d'étudiants du premier cycle en psychologie à l'Université Laval, donc par Dubé et Richard, en 2017, où là, ils ont donné certaines raisons pour lesquelles les étudiants auraient pu faire du plagiat, puis ils devaient cocher celles qui les représentaient. Donc, parmi les répondants, il y en a quand même 85 qui ont mentionné que c'est la méconnaissance du concept de plagiat qui est, disons, à la base de leur plagiat. Par méconnaissance, on entend sur les formes de plagiat. Par exemple, le concept d'autoplagiat est peut-être moins connu. Comment citer, comment paraphraser, comment intégrer des sources. Donc, c'est une méconnaissance finalement qui est à la base du plagiat qu'ils ont fait. 46 c'est la difficulté à reformuler dans ses propres mots. Donc là, on est plus dans les compétences qu'on peut enseigner aux étudiants quant à la capacité de rédiger, de reformuler dans ses propres mots. Pour le reste, on est plus dans disons, des causes qui sont volontaires. Donc, les étudiants décident vraiment volontairement de plagier. Donc, 23 disent que c'est le manque de temps. 15 parlent plutôt de la confiance de ne pas se faire prendre. Donc, on en parlait tout à l'heure, le fait qu'ils voient déjà plein de gens plagier sans qu'il y ait de conséquences.
15%, c'est l'impression que tout le monde le fait, donc on est un peu dans la même idée, et 15% qui est le désintérêt pour la tâche à accomplir. C'est sûr que quand il y a l'intention de faire du plagiat à la base, c'est plus difficile à éviter ou à prévoir, mais le 85% de méconnaissance du concept de plagiat, on peut vraiment travailler là-dessus, puis la difficulté à reformuler dans ses propres mots aussi. Là, je vous ai mis les causes les plus fréquentes, mais il y en a d'autres, notamment dans certaines cultures, il y a un rapport différent au savoir. Par exemple, dans une étude qui a été faite à l'UQAM en 2015, 70% des cas de plagiat de l'UQAM provenaient des étudiants étrangers, alors qu'ils représentent environ le tiers de leur population étudiante. Donc, il y a vraiment là peut-être quelque chose disons, une certaine compréhension du plagiat qui est différente chez les étudiants étrangers. Donc voilà, ça vous fait un petit portrait du plagiat rapide. Je laisse la parole à Mélanie. Oui, donc maintenant, pour prévenir le plagiat, comme on l'a dit plus tôt, là, c'est pas possible de le contrer complètement, mais on peut du moins faire des actions là, qui vont limiter les cas de plagiat. Donc, on va sensibiliser les étudiants et les éduquer à ce qu'est l'intégrité intellectuelle. Donc, une première façon de le faire, c'est de clarifier ses attentes en début de session, notamment. Donc, par rapport aux citations, aux références dans les travaux, au respect du droit d'auteur, puis aussi d'informer vos étudiants des conséquences à court terme. Quelles sont les sanctions qu'ils peuvent avoir si jamais ils se font prendre à plagier, mais aussi à plus long terme, donc les sensibiliser par rapport aux conséquences à plus long terme, comme de prendre de mauvaises habitudes et le fait aussi que ça va nuire à leurs apprentissages. Donc, ils ne feront pas tous les apprentissages qu'ils sont censés faire. Et là, ils vont arriver à l'université ou même éventuellement dans leur profession avec des manques au niveau des compétences qu'ils devaient développer. Donc, c'est important de le faire en début de session, d'avoir une discussion et de clarifier ses attentes en début de session, mais aussi de le faire avant les évaluations. Donc, ça peut être un court rappel avant chaque évaluation, puis notamment dans les consignes des travaux et des examens, parce qu'il y a une étude du Center for Academic Integrity des États-Unis auprès de 60 000 étudiants du premier cycle universitaire qui a été réalisée en 2005 et qui a révélé qu'en l'absence de consignes claires sur les normes relatives à la citation des sources électroniques, 77 des étudiants ne croient pas qu'utiliser le copier-coller sans citer les sources soit un geste sérieux et répréhensible. Ça, c'est tiré d'un article de ProfWeb là, donc, qui figure dans la médiagraphie à la fin de la présentation. Ensuite de ça, vous pouvez aussi utiliser des outils de prévention et de sensibilisation, comme le contrat de non-plagiat. Donc, vous pouvez, en début de session, faire signer un contrat de non-plagiat à vos étudiants, mais ce qui est encore plus efficace, c'est de le faire lors de la remise des travaux. Il y a notamment l'outil Mon travail est-il prêt à être mis qui est disponible sur la communauté Omnivox, qui est à la fois un contrat de non-plagiat, mais aussi un outil qui va permettre aux étudiants de s'auto-évaluer et de les sensibiliser à ce qu'est le plagiat et les règles pour respecter l'intégrité intellectuelle. Ensuite de ça, pour aussi prévenir le plagiat, c'est important d'enseigner l'intégrité intellectuelle à vos étudiants. Donc, c'est une responsabilité qui devrait être partagée parmi l'ensemble des enseignants. Donc, pas seulement une responsabilité qui incombe là, aux profs de méthodologie et de français. Au moins, donc, de faire un bref rappel de respecter la méthodologie relative aux citations et aux références à chaque évaluation. Et peut-être aussi prendre le temps d'insister sur des éléments qui sont moins connus, comme le copier-coller électronique, l'autoplagiat et la paraphrase. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui pensent que de faire une bonne paraphrase, c'est simplement de changer quelques mots par des synonymes, alors que c'est beaucoup, il faut faire des changements beaucoup plus en profondeur que ça. Vous pouvez aussi, dans le fond, les référer à des sources là, comme le manuel de Dionne ou encore l'outil Mon Diapason qui est disponible sur le site de la bibliothèque du collège.
Ensuite de ça, bien, soyez vous-même un modèle d'intégrité. Par exemple, dans vos présentations PowerPoint, si vous insérez des images tirées de Google, même si les images ne sont pas protégées, prenez l'habitude de toujours en citer la source. Et puis, c'est la même chose là, si vous distribuez des documents, des extraits de textes littéraires ou des extraits de textes théoriques à vos étudiants, bien, indiquez la source sur ces documents-là, même si vous respectez les droits d'auteur là, quant à la longueur là, de l'extrait. Puis, ben justement, respectez vous-même les règles relatives aux droits d'auteur. Donc, je vais laisser la parole à Magali. Et alors, on entre vraiment dans le cœur de cette capsule qui est la conception des évaluations. Alors, on a eu beaucoup de questions sur l'enseignement à distance. On n'a pas réfléchi la capsule uniquement pour l'enseignement à distance parce qu'en fait, les conseils qu'on vous donne aujourd'hui s'appliquent autant à distance qu'en présence. Il y a beaucoup de trucs. Ils ne vont pas tous fonctionner avec votre réalité, votre contexte. Il y en a qui fonctionnent avec votre personnalité, d'autres non. Donc, s'il y en a un, deux qui vous inspirent, 5, tant mieux. Mais ce n'est pas une liste de choses qu'il faut faire, sachez-le. C'est une liste de possibilités, finalement. Donc, la première chose qu'on vous conseille, c'est d'évaluer le produit, le processus et le propos, et non seulement le produit. Je m'explique. Dans une évaluation qui est plus traditionnelle, on a tendance à évaluer seulement le produit. Le produit, c'est quoi? C'est le résultat final. Hein, donc, la réponse à la question ou le texte final dans le cas d'un travail écrit. Alors que souvent, on est beaucoup plus en mesure d'évaluer l'apprentissage réel de l'étudiant quand on évalue le processus et le propos. Donc, pour évaluer le processus, par exemple, ce qu'on veut voir, c'est les différentes étapes qui ont mené au produit ou à la réponse finale. Souvent, le classique, c'est, par exemple, en mathématiques, on va demander à l'étudiant de rédiger sa démarche et ensuite, on évalue autant la démarche que la réponse. Souvent même que la démarche a plus d'impact sur la pondération que la réponse en soi. Donc ça se fait en mathématiques ou dans des disciplines où il y a vraiment des calculs, mais sachez que ça peut se faire dans toutes les disciplines à certains niveaux. Par exemple, spécifiquement dans un travail écrit, parce que ça s'applique beaucoup dans les travaux écrits, on peut demander aux étudiants des remises intermédiaires. Par exemple, pour un travail écrit, on pourrait demander à l'étudiant de remettre un plan de travail au début de la session que vous commentez et qui doit ensuite adapter en fonction de vos commentaires. Donc, l'étudiant ne peut pas aller trouver un plan sur Internet. Et si c'est le cas, quand vous allez le commenter, il va devoir l'adapter quand même en fonction de vos commentaires. Vous pouvez lui demander une remise formative. Là, ça dépend de, disons, votre charge de travail en matière de correction. C'est à vous de voir à quel point vous voulez vous investir dans la correction, parce que c'est sûr qu'une remise formative, ça demande de corriger 2 fois le travail. Vous pourriez fonctionner par le portfolio. C'est quoi le portfolio? En fait, c'est demander à l'étudiant de remettre certaines parties de son travail en différentes étapes, par exemple l'introduction, la section 1, la section 2, la conclusion, etc. Et de lui donner de la rétroaction au fur et à mesure. Puis à la fin, bien, son produit final, c'est, disons, la combinaison de toutes ces étapes-là. Le portfolio, c'est vraiment un outil intéressant pour suivre l'évolution de la pensée de l'étudiant et pour s'assurer aussi que c'est réellement lui qui travaille. Ensuite, privilégier des niveaux taxonomiques plus élevés. Donc, la taxonomie de Bloom, je sais, n'est pas appréciée par tout le monde, mais ça reste un outil quand même intéressant pour réfléchir vos évaluations pour qu'elles limitent les risques de plagiat. En fait, je vais juste vous présenter la taxonomie de Bloom rapidement. Donc, si vous l'avez sans doute déjà vu, il y a 6 niveaux dans la taxonomie de Bloom de maîtrise de la compétence qui vont du moins complexe au plus complexe. Donc, pour éviter les risques de plagiat, normalement, on veut éviter de se retrouver dans la partie 1 qui est connaître. Souvent, des examens traditionnels de contenu vont souvent rester dans la connaissance. Donc, on va demander des réponses à court développement, des choix de réponses. Donc là, c'est beaucoup plus facile à plagier. On peut trouver la réponse soit sur Internet si ça se fait en ligne ou trouver la réponse chez son voisin en l'orignant sur le côté. Donc, si on monte dans la taxonomie de Bloom dans des niveaux plus difficiles, plus complexes, tout en respectant votre compétence, bien sûr. Si
votre compétence est de niveau analyse, évaluez pas les étudiants sur leur capacité à créer. Donc, il ne faut pas dépasser votre compétence, mais vous pouvez, souvent, on a un jeu entre la connaissance et votre niveau de compétence. Donc, ça peut être intéressant pour limiter les risques de plagiat d'aller au moins dans la compréhension, sinon dans la mise en application ou l'analyse quand c'est possible. Ensuite, ajouter des éléments personnalisés à vos réponses, à vos questions, pardon. Donc, ici, on veut aller chercher, par exemple, des travaux qui sont beaucoup plus en lien avec ce que vous avez enseigné dans vos cours. Donc, on sait, c'est vraiment facile d'aller chercher des travaux qui sont réalisés sur Internet. Il y en a beaucoup qui sont très facilement accessibles, pas trop chers non plus. Donc, plus vous allez personnaliser ce que vous demandez à vos étudiants, soit dans votre examen maison ou dans votre travail écrit, plus vous allez limiter les risques de plagiat. Il y a quelques options. Ça pourrait être, par exemple, de faire des liens avec l'actualité. Donc, plus vous allez faire des liens avec des choses qui sont arrivées récemment, moins il y a de risques qu'il y ait déjà eu un travail fait sur ce sujet précis sur Internet. Ensuite, faites des liens avec des éléments précis de votre cours. Donc, des trucs plus spécifiques que vous avez enseignés qui, encore une fois, ne se retrouveront pas sur Internet parce que ce ne sont pas des éléments génériques que vous avez enseignés. Et finalement, ajouter des éléments de réflexion personnels dans vos évaluations. Donc là, il y a un double avantage. Il y a l'avantage de personnaliser vos questions, mais si je reviens au premier conseil, ça vous permet d'évaluer le propos de l'étudiant. Donc, tout ce qui est derrière la pensée de l'étudiant, ce qui a mené à sa réponse. Donc, pour peut-être préciser sur cet aspect-là, parce que je suis passée vite, pour le propos, vous pouvez demander à vos étudiants vraiment d'identifier les points forts, les éléments faibles de leur travail, de faire des liens entre leur travail écrit et ce que vous avez enseigné. Donc, tout ça, ça vous permet à la fois de personnaliser vos questions, puis d'éviter que l'étudiant puisse trouver la réponse directement sur Internet, mais ça vous permet aussi d'évaluer son propos, toute sa réflexion, toute sa métacognition. Voilà. Donc, une autre façon de limiter les cas de plagiat, ça peut être aussi d'utiliser des méthodes d'évaluation variées. Toutefois, il faut faire attention de le faire dans les limites de vos capacités en termes de charge de travail, donc de ne pas vous surcharger de travail. Mais si c'est possible de le faire, vous pouvez, par exemple, demander à l'étudiant de faire un travail écrit et par la suite, d'en faire une présentation orale. Donc, ça vous permet à ce moment-là aussi de vraiment valider la compréhension de l'étudiant. Vous pouvez aussi faire plusieurs versions de vos évaluations. Encore une fois, il faut respecter là, vos capacités et pas vous surcharger. Mais il y a quand même moyen de faire des versions différentes là, sans que cela implique trop de travail. Vous pouvez notamment, dans le cas d'un travail écrit, offrir l'opportunité aux étudiants de choisir un thème parmi une liste de plusieurs thèmes. Vous pouvez aussi, dans un examen, changer lors des questions d'un étudiant à l'autre ou encore insérer des petites données qui varient dans un questionnaire par rapport à un autre questionnaire. Donc, ou encore, vous pouvez demander aux étudiants qu'ils pigent des questions dans une banque de questions. Puis, à ce moment-là aussi, bien, les étudiants vont avoir un doute par rapport là, à la version de l'examen que leur voisin a eu, par exemple, vont peut-être être moins tentés de lorgner sa copie. Vous pouvez aussi privilégier les évaluations à livre ouvert. Dans le sondage qu'on a fait cet automne pour faire un bilan de la session d'automne 2020 là, auprès des étudiants, on leur a demandé quel effet avaient eu là, les différents outils de sensibilisation ou les différentes méthodes que les enseignants avaient utilisées pour limiter les cas de plagiat. Puis, ce qui est ressorti, là, c'est que les examens à livre ouvert, en fait, selon les étudiants, c'est le meilleur moyen pour limiter le plagiat. Puis de plus, bien, le fait de faire des examens à livre ouvert, naturellement, va souvent amener les enseignants à poser des questions de niveau taxonomique plus élevé, parce que les simples questions de connaissance se trouvent rapidement sur Internet. Et il y a plus de chances que les étudiants utilisent des stratégies d'études qui favorisent des apprentissages durables. Donc, le fait d'avoir accès à toutes leurs notes de cours leur donne aussi l'impression qu'ils ont le contrôle. Et puis, donc, ça a plusieurs avantages d'ordre pédagogique, pas seulement là, de limiter le plagiat.
pouvez aussi concevoir des évaluations qui sont stimulantes et motivantes, puis je dirais même que c'est peut-être le meilleur moyen de limiter les cas de plagiat. Il y a beaucoup plus de chances que vos étudiants aient envie de s'engager euh, parce que, bon, apprendre des notions par cœur pour un examen, c'est rarement motivant. Donc, de leur offrir l'opportunité d'effectuer une tâche qui est signifiante pour eux, mais c'est souvent la clé là, pour leur donner envie d'apprendre et non simplement d'avoir une bonne note. Donc, je laisse la parole à Magali. Oui, donc notre dernière partie, c'est sur dépister, déclarer et sanctionner, ce que j'ai appelé l'effet dissuasif. Dans les faits, on le disait d'entrée de jeu, il y a beaucoup d'étudiants qui plagient et qui sont confiants de ne pas se faire prendre parce qu'ils voient les autres étudiants plagier sans qu'il y ait de conséquences. Donc, c'est important pour envoyer le message que l'intégrité intellectuelle, c'est une valeur du collège que d'agir pour détecter les cas de plagiat, donc pour les dépister, pour les déclarer auprès de la direction et pour sanctionner le cas échéant. D'abord, pour dépister, en fait, il y a plusieurs outils qui existent. Il y a un outil de détection du plagiat auquel vous avez accès comme enseignant du collège, c'est Compilatio. Compilatio, c'est très efficace quand vous avez des travaux de manière numérique parce que vous pouvez, disons, déposer ou télécharger vos travaux dans cette banque-là. Ce que ça va faire, c'est que ça va les comparer entre eux, voir s'il y a des correspondances. Donc, s'il y a des passages qui sont identiques d'un étudiant à l'autre, vous pouvez même disons, les comparer à d'autres groupes ou même à des sessions antérieures si vous conservez vos données. Ça permet aussi de voir s'il n'y a pas des passages qui proviennent de sites web, par exemple sur Wikipédia, etc. Donc, ça va vous indiquer vraiment si la copie est correcte, donc elle est légitime, ou s'il y a certains passages où il faut s'inquiéter. Ça va même vous identifier les passages en jaune, puis là, vous allez pouvoir faire les recherches que vous faites habituellement sur Google, par exemple, etc. Sinon, un bon truc, je vous parlais de l'accessibilité des travaux en ligne déjà faits. Il n'y a rien qui vous empêche de fouiller vous-même sur ces sites-là pour voir, y a-t-il des travaux qui sont en lien avec mon sujet, même avant même de corriger, de voir ces travaux-là, donc qui pourraient être utilisés par les étudiants. Et vous allez pouvoir à ce moment-là peut-être identifier certains passages ou même un travail complet qui pourrait venir de ces plateformes-là. Et finalement, ben, comme vous avez sans doute l'habitude de le faire, ben, il existe Google qui est un outil quand même efficace. Donc, l'idée, c'est de regarder ou de chercher les disparités dans le niveau de langage de l'étudiant. Donc, s'il y a certains passages où le français est peut-être approximatif et d'autres passages où soudainement, il y a une phrase qui est magnifiquement bien écrite, à ce moment-là, peut-être que ça vaut la peine de copier cette phrase-là dans Google, voir si elle provient d'un certain site. Mais vous le faites sans doute déjà. Autre conseil, c'est récompenser le fait de bien citer ses sources. Dans les faits, on le fait pour le français, le fait de bien écrire en français en ajoutant une certaine pénalité pour les sources, pour les fautes, pardon. Pour les sources, ben, ça pourrait être intéressant de procéder soit de la même manière en termes de pénalité dans le respect de la PIA ou d'intégrer un pourcentage de votre évaluation qui est en lien avec la capacité à bien citer ses sources. Les compétences méthodologiques, en fait, c'est une compétence commune à la formation collégiale. Donc, c'est pertinent et tout à fait légitime d'ajouter cet élément-là, puis ça peut valoriser justement le fait de bien citer ses sources. Déclarer systématiquement les cas de plagiat. Donc, on sait qu'un tricheur non sanctionné a plus de risques de recommencer, et ça, même au-delà de sa carrière académique. Il y a des études qui ont montré qu'il y a des comportements de tricherie qui poursuivent même en dehors du contexte scolaire. Donc, il faut faire attention à bien déclarer. C'est important, entre autres, justement pour montrer aux étudiants qu'il y a des conséquences dans le cas où tu fais un plagiat. Et même si votre étudiant vous dit que c'est la première fois qu'il plagie, ce n'est pas forcément le cas. Peut-être que c'est sa troisième fois, puis qu'à chaque fois, le professeur lui laisse une chance. Donc, c'est important de déclarer. Finalement, sanctionner les cas de plagiat en vous fiant à la jurisprudence du collège. Quand vous déclarez un cas de plagiat, vous avez quand même une certaine marge de manœuvre dans la sanction que vous pouvez attribuer à l'étudiant. Donc, ce n'est pas forcément de lui mettre 0 dans son travail ou 0 à sa session. Vous avez vraiment plusieurs possibilités qui vont de leur donner une petite formation sur l'intégrité intellectuelle, à leur demander de refaire une partie de leur travail ou même leur travail en entier. C'est vraiment à vous que revient cette responsabilité de choisir la sanction. Et au collège, on a créé
récemment, donc la direction des études a créé une jurisprudence. Donc, vous avez, je pense qu'elle est mise à jour soit à chaque session ou à chaque année, mais vous avez le type de plagiat qui a été commis ou le type de fraude qui a été commis par l'étudiant. C'est anonyme, bien sûr, donc vous n'avez pas le nom de l'étudiant, et la sanction qui lui a été attribuée. Donc, si vous voulez un peu vous inspirer ou avoir certaines idées sur les sanctions que vous pouvez attribuer aux étudiants, c'est un document qui est très intéressant et qui est disponible sur Omnivox. Donc, vous pouvez vous inspirer à partir de cet outil-là. Et finalement, c'est un petit conseil un peu plate à la fin, mais on sait que malheureusement, le fardeau de la preuve repose sur vos épaules. Et donc, c'est pourquoi on vous encourage à documenter ou à garder des traces des cas de plagiat parce qu'il y a tout un système de recours aussi qui existe pour les étudiants, question de justice. Et à partir de ce moment-là, c'est à vous de prouver finalement qu'il y a eu un cas de plagiat. Donc, gardez les traces, par exemple, de l'outil de détection du plagiat Compilatio, la source que vous avez trouvée qui correspond à un passage du travail de l'étudiant, etc. Donc ça, c'est très important. Voilà, donc dans cette capsule, nous avons parlé de ce que vous pouvez faire pour sensibiliser vos étudiants en amont de vos évaluations, de quelques astuces pour concevoir des évaluations qui limitent les risques de plagiat, que ce soit à distance ou en présence, et finalement de l'importance de dépister, déclarer et sanctionner les cas de plagiat de vos étudiants. En espérant que cette capsule ait pu vous inspirer, nous vous souhaitons une excellente journée.